on a envie d'aller dans une expérience utilisateur qui est de plus en plus utile sur cette app. Donc voilà, l'objectif derrière, il est vraiment d'offrir les contenus du fooding. Je dis offrir parce qu'elle est gratuite, hein. Ouais. Offrir les contenus du fooding de façon pratique et utile à nos audiences. Et derrière, les audiences peuvent créer des comptes, donc il y a un petit peu de data. Il y a un petit peu d'annonceurs sur l'application aussi, donc c'est un autre canal. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Mediarama le directeur général du fooding, Alexandre Coin. Alexandre, bonjour. Bonjour François, bonjour tout le monde. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on va parler du fooding, ce célèbre, alors j'allais dire magazine, je ne sais pas si tu le définis comme un magazine, un média. Pas complètement magazine, on va dire un média, digital, social et print, un guide. Avec une sélection de restaurants et pas que, et une agence. Et une agence, oui, voilà. Donc on va découvrir tout ça dans le détail. Alors d'abord, il faut effectivement que tu nous rafraîchisses un petit peu la mémoire, parce que nous, du fooding, on connaît. Alors je dis nous, ma génération en tout cas, génération Nova peut-être, je ne sais pas si ça correspond vraiment à une génération, mais on connaissait Alexandre Camas, son créateur, qui était l'illustre créateur, hein, qu'on connaît bien, avec des prises de position, une vraie personnalité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fooding, tu l'as dit en quelques mots, et tu le dis souvent dans cet ordre, un média, d'abord web, l'agence en dernier, puis le guide, c'est comme ça que tu le présentes, de sélection. Une sélection. La base, c'est une sélection de restaurants qui existe depuis du coup 25 ans, qui a un point de vue qui est né effectivement, tu le dis, chez Nova, et c'est finalement assez important. On est un média de bouffe, on est un guide de restaurant, et pour autant on est né dans un acteur qui était une radio et un magazine print à l'époque, qui était une forme de niche culturelle, presque contre-culturelle. Ouais. Et ça, c'est une histoire importante du fooding, c'est-à-dire une vision du monde qui va chercher à regarder avec un petit peu un pas de côté ce qui se fait. Et donc il y a 25 ans, la gastronomie, la restauration, ou les médias, ou les guides qui parlaient de ça, étaient beaucoup plus poussiéreux que ce qui se passe aujourd'hui. C'était Maïté et Robuchon à la télé, et c'était pas Top Chef, les chefs tatoués et Instagram, tout ça n'existait pas. Ouais, c'était encore le guide Michelin, Gauthier-Millot, c'était vraiment un peu les grands classiques, et donc c'était aussi en réaction à ça que ça a été créé. En partie, en tout cas c'était en réaction à une époque qui ne mettait pas la gastronomie et la restauration dans la pop culture. Ouais. C'était quelque chose qui était finalement assez traditionnel, dans son expression, c'est-à-dire dans les restaurants comme dans ses représentations, c'est-à-dire les médias qui parlaient de restaurants à l'époque, donc la télévision ou les guides. Et donc, Alexandre a eu la volonté, en créant le fooding, de faire rentrer la food, la restauration, la gastronomie dans la pop culture, en décloisonnant, en dépoussiérant, en regardant au-delà de l'assiette et en pensant l'expérience de restaurant comme un tout. Une belle formule. Et si on fait un peu la carte d'identité du fooding avant qu'on plonge un peu dedans, combien vous êtes, combien de journalistes, c'est quoi l'équipe 25 ans plus tard ? 25 ans plus tard, c'est à peu près 25 personnes, c'est facile. On est entre 25 et 30 en interne, entre la France et la Belgique, puisqu'on a lancé la Belgique l'année dernière et on a des personnes là-bas. Ouais. Ça, c'est pour les fonctions internes qui vont être la direction éditoriale, une petite rédaction, des fonctions marketing, commercial, support, etc. Et ensuite, on collabore au quotidien avec des journalistes, avec des pigistes, avec des enquêteurs et des enquêtrices qui sont les personnes qui vont tester les restaurants pour nous. D'accord. Et ça, c'est un pool assez large, au moins 80 à 100 personnes en France. Qui sont des free, des externes. Des indépendants, exactement, qui sont pour certains et certaines journalistes, d'autres pas du tout.
Et donc environ 80 en France et environ Et 40 à 50 en Belgique. Ok, top. Et quel trafic, combien de visiteurs? Je sais pas si tu peux nous donner quelques métriques pour voir ce que ça représente un peu aujourd'hui en termes d'audience. Si on élargit un petit peu au-delà du site, parce que finalement on a un impact qui est web, social, newsletter et application. Chaque mois on touche entre 2 et 3 millions de personnes sur ces canaux tous rassemblés. Sur le site et l'app, ça peut aller jusqu'à 400-500 000 visiteurs chaque mois en fonction de nos actualités, en fonction des mois plus ou moins forts. Mais globalement, on va de plus en plus mesurer l'impact, et on en parlera peut-être plus tard, de tous les canaux qui sont des canaux de consultation de nos contenus et pas uniquement une plateforme web comme destination finale, mais aussi plein d'autres canaux là où sont nos audiences. Ouais, bien sûr. Donc, effectivement, tu nous raconteras un peu comment tu mesures cet impact-là au-delà de juste le nombre de visites. Le modèle économique, c'est gratuit, en tout cas sur le web. Est-ce que tu vas parler d'une agence, donc c'est peut-être aussi un indice un peu de ce que vous faites. C'est quoi le split de vos revenus? On pourrait les répartir en 2 grandes parties. Donc le média, qui est effectivement un média à part sur l'édition print, qui est un média qui est gratuit en totalité. Tous nos contenus sont disponibles sur le web. Et donc là, on va avoir un modèle de brand content. On fait très peu de publicité classique. On a la volonté d'avoir un site qui est assez aéré. Il n'y a pas de programmatique, il y a très peu de display. On va plutôt favoriser... C'est une volonté, ça. C'est vraiment pour l'expérience utilisateur. Confort de lecture, expérience utilisateur, premiumness du site. On va aller du coup produire uniquement des contenus pour des marques, que du brand content. On dit souvent qu'on fait 0 public communiqué et 100% de brand content, et on va du coup écrire des histoires pour les marques comme une rencontre à mi-chemin entre leurs messages, leurs valeurs, leurs identités et notre ligne éditoriale. Et d'ailleurs, ces productions-là, elles sont faites par la même équipe rédactionnelle que nos contenus éditos. Et ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'on y met la même intensité éditoriale, le même ton, le même sens pour que ces contenus, même s'ils sont associés à des marques et qui portent les valeurs ou les produits de la marque, touchent nos audiences d'une façon pertinente. Ouais, et ça pose pas de problème aux équipes. C'est souvent un peu le sujet dans les rédactions de savoir qui fait le brand, qui fait le contenu. Alors c'est évidemment probablement plus facile quand tu rédiges sur de la food que quand tu es sur de l'information politique générale. Mais là, l'équipe, c'est quelque chose d'intégré, ça fait partie du poste. Absolument. Absolument, c'est pas toutes les mêmes personnes qui font les mêmes choses, mais c'est dirigé de la même façon. Ouais. Et on a aussi la chance de pouvoir choisir les annonceurs avec qui on travaille, et donc de trouver des annonceurs dont les produits ou les valeurs sont à minima proches des nôtres. Ouais, et alors tu me disais en préparant le café que c'est assez intéressant parce que ça peut être des annonceurs qui sont à la fois intéressés par le côté B2C, parce que donc tu prenais l'exemple d'une eau, une eau minérale, peu importe laquelle, mais aussi par les restaurants que vous visitez, que vous mettez en avant, qui peuvent choisir de mettre cette eau à la carte, etc. Exactement, on est à l'intersection de ces deux cibles finalement, de ces 2 audiences. On est très lu par la profession, je mets les chefs, restaurateurs, restauratrices dedans, qui attendent la sélection fooding, qui regardent ce qui sort et qui lisent et qui sortent également eux au restaurant et qui sont une partie de nos audiences et le grand public. Et donc on a effectivement des offres, même si on revient au modèle économique, des offres commerciales à destination des marques partenaires qui vont appuyer parfois plus ou moins sur le grand public et ou sur les professionnels de la filière et parfois mêler les deux. Ouais. Je l'ai pas précisé, mais donc ça a été racheté par Michelin aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, ils sont rentrés d'abord de manière minoritaire. C'était en 2017, pardon. T'étais déjà là, je l'ai pas dit. C'est vrai que t'as un bébé fooding, j'aime bien l'expression parce que donc tu es entré en stage grosso modo après ton école de commerce, l'ESSEC, et t'as un peu gravi tous les échelons etc pour finir DG, et donc ils sont passés majoritaires 2020. C'est un peu vos concurrents à la base. On parlait du guide Michelin, etc. Même si ça n'a rien à voir en termes de poids. On en reparlera aussi ça dans un instant. Ils sont bien Michelin en actionnaire? Ils t'embêtent pas trop? Non, on a défini un cadre qui existe depuis le début et qui est maintenu par toutes les équipes en place depuis un moment maintenant, depuis 7 ans, depuis 2017. C'est une indépendance éditoriale qui est vraiment la clé et la base quand on a on pourrait appeler ça 2 médias, 2 titres quasiment, 2 marques médias ou 2 guides différents, avec évidemment des ampleurs et des enjeux différents, mais Michelin a eu la volonté de conserver la liberté éditoriale du fooding, qui est ce qui fait notre valeur. Notre ADN, notre marque de fabrique.
Donc au-delà de ça, on s'entend très bien et on discute des grandes orientations stratégiques qu'on peut leur présenter et ils sont en soutien. Avant qu'on parle de différenciation, un peu de dernière question sur la carte d'identité. Vous êtes rentable aujourd'hui? C'est rentable le fooding? On communique pas trop sur nos résultats économiques. On est sur un modèle qui est sur une crête, comme tous les médias. Ouais. On a des coûts éditoriaux qui sont probablement parmi les plus gros de tous nos concurrents, dans le sens où on va enquêter tous les restaurants dont on parle. Tester les restaurants, ça veut dire que nos enquêteurs et nos enquêtrices se présentent de façon anonyme, payent les additions, qu'on leur rembourse l'addition évidemment et qu'on leur paye une pige. Tout ça, fois plusieurs milliers de restaurants, tu imagines bien le coût que ça peut représenter quand une addition en restaurant, elle va tourner entre 50 et 100 euros et qu'on va payer une pige entre 50 et 60 euros. On imagine bien les coûts éditoriaux qui sont derrière à amortir par des opérations avec des marques. Ouais, ok. Et donc ça, c'est pareil. Alors voilà, l'idée, c'est pas de parler que du modèle économique des médias, même si c'est intéressant. Tu le sais, c'est quelque chose d'assumé. C'est le modèle économique des médias, c'est compliqué. Vous gagnerez jamais des millions. Exactement. Exactement. On est pour autant, on marche très bien, mais c'est effectivement ni quelque chose qui passe à l'échelle, ni quelque chose qui permet de gagner des millions. On le sait dans les médias. C'est un peu la règle. Mais bon, il y a quand même des sujets de diversification, on va en parler. Donc on l'a dit, le fooding, ça existe depuis longtemps, 25 ans. Comment vous renouvelez votre ligne éditoriale pour les critiques ou pour les événements? Comment tu fais un peu que cet esprit ne s'essouffle pas, quelque part? C'est une super question parce que c'est quand même basé sur quelque chose d'un peu en réaction à une époque, dans une volonté de casser des codes. Et donc quand on est comme ça, on peut disparaître et on en a plein des exemples comme ça. Vice en est un des derniers assez emblématiques de comment est-ce qu'une marque peut vieillir quand elle est plus connectée à son époque. Donc je dirais qu'on est très curieux et curieuse. On regarde tout ce qui se passe. On fait toujours l'effort d'essayer de prendre un pas de côté, d'essayer de regarder les choses différemment. On renouvelle beaucoup les équipes. On renouvelle les équipes je parlais d'une centaine de journalistes avec qui on collabore. Les générations se renouvellent, les profils sont différents. Et ça, tu le fais de manière... Enfin, donc vous le faites de manière consciente et volontaire, de renouveler, de se dire, attends, ça fait trop longtemps qu'on travaille avec un tel, il est bon, mais il nous faut d'autres choses? Oui, disons que on va plutôt le voir dans l'autre sens. On va se dire, cette personne a l'air super et d'apporter quelque chose de nouveau, on va lui donner plus de place. Oui, voilà. Et donc, c'est l'autre face de la même médaille, comme tu disais l'expression tout à l'heure. Et comment vous évaluez les bonnes tables, les critères? Je reviens un peu là, vraiment au cœur un peu de ce que vous faites. C'est quoi, en fait, une bonne table? Déjà, elle n'a pas de type arrêté. C'est-à-dire que dans le guide fooding, tu as... de la street food comme des tables gastronomiques, tu as des auberges de campagne comme des restos de plage. Donc déjà, c'est une des premières choses, c'est qu'on regarde tout ce qui nous semble intéressant. Ouais. Ensuite, ce qu'on va dire aux enquêteurs et aux enquêtrices qui vont aller tester le restaurant, c'est est-ce que vous auriez envie d'y retourner? Est-ce que vous auriez envie d'y retourner avec vos propres argent? Donc il y a un peu une question quand même de rapport entre l'expérience et le prix que ça coûte. Et ensuite, ce qui est commun aux adresses qui sont dans le guide fooding, c'est qu'elles sont toutes assez sincères, assez vivantes, assez incarnées. Elles sont portées par des restaurateurs, restauratrices, des chefs qui sont vraiment investis dans leur projet. Il y a quelque chose de très singulier à chaque fois et on ressent une identité dans la cuisine, dans le lieu, dans le service, dans la décoration, dans tout ce qui se passe. Justement, et si on revient même à l'étymologie du fooding, qui est un néologisme, qui est un mot qui n'existe pas en anglais, c'est juste une marque, c'est food et feeling. Ce que ça veut dire, c'est que l'assiette est évidemment le cœur, il faut que ce soit délicieux, il faut que ce soit formidable, il faut que ce soit inattendu parfois, mais aussi les sens qui vont autour, c'est-à-dire le sens, il faut que ça adresse quelque chose qui soit cohérent, et l'essence, c'est-à-dire il faut que ça nous éveille à peu près tout, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, et donc que l'expérience du restaurant soit complète. Donc une fois qu'on a dit tout ça, ça donne une sélection qui est très très diverse, qui révèle les tendances de la food, parce que on va aller chercher la singularité, et quand tu cherches la singularité, tu perçois les signaux faibles en fait. Tu vas au-delà des effets de masse et de mode et tu perçois les signaux de ce qui va se passer après ou de ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça que le fooding a presque donné naissance, ou en tout cas identifié puis amplifié des tendances dans la restauration.
La bistronomie, par exemple. Ouais, la bistronomie qui est rentrée dans le dictionnaire, c'est un mot qui a été inventé au fooding, c'est un pur néologisme. Les caves à manger, ces petits bars à vin où tu manges très bien, c'est aussi un néologisme fooding. Donc il y a cette capacité à sentir ce qu'il se passe. Et on dit souvent, on se dit à nous-mêmes en toute humilité, que le fooding c'est le goût de l'époque. C'est ça qu'on essaye de saisir. Et encore une fois, on aime bien les doubles sens. Le goût, ça veut dire plusieurs choses. Il y a évidemment le goût de ce que tu manges, mais le goût au sens très large de ce qui fait les tendances. Ouais, exactement. Et donc ça, tu penses réussir et rester un peu un média de niche, ou est-ce qu'aujourd'hui le fooding c'est vraiment mainstream, tout le monde connaît, et puis bon, c'est devenu une institution comme les autres? En fait, la food est devenue mainstream complètement. Elle ne l'était pas il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout le même niveau d'attention médiatique, le même niveau d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être un poil caricaturé, mais tout le monde sait ce que c'est que du kimchi. Il y a 5 ou 10 ans, tu disais ça à mes parents à Lyon, ils n'auraient pas su ce que c'était que le kimchi. Ouais. Donc il y a un niveau d'élévation globale des publics sur les restaurants, sur la nourriture, sur la créativité, qui fait que c'est un sujet qui est devenu mainstream. Nous, au fooding, on a un impact qui est très très fort. C'est-à-dire quand on sort les prix de l'année, quand on sort des nouveaux restaurants, ils sont tout de suite réservés pendant plusieurs semaines, etc. Donc on a un impact mainstream. Pour autant, on se considère, dans nos façons de travailler, toujours un petit peu comme une niche, et dans l'aspect vertueux de la niche, c'est-à-dire de ne pas faire exactement comme tout le monde et de continuer à s'intéresser aux sous-cultures, aux contre-cultures. Donc on a cet équilibre-là entre un impact probablement de masse et une façon de faire et presque une philosophie d'acteur qui restera un acteur un petit peu contre-culturel, et c'est peut-être un peu l'héritage Nova. Ouais, et c'est dur, c'est une bataille au quotidien de garder un peu cet équilibre-là? C'est pas une bataille, parce que dans l'équipe, on est vraiment plutôt constitué du côté de l'anticonformisme et de la niche. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est ce qui n'est pas encore dit, c'est ce que personne n'a encore fait, et c'est la nouveauté. Ouais. Donc la bataille, c'est plutôt de garantir que ce qu'on fait a un impact de masse aussi, puisqu'on est dans une économie de l'attention et on a besoin de toucher les gens, et on en parlera peut-être après du rôle des réseaux sociaux aujourd'hui dans la food. Il faut qu'on continue à traiter nos sujets de façon la plus pointue, pertinente et légitime possible, tout en essayant de leur faire avoir l'impact le plus fort. Ouais, je creuse encore un peu le sujet, mais comment vous trouvez vraiment ces nouveautés, ces nouvelles tables, ces nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a d'autres sites, France ou international? Est-ce que c'est au hasard de rencontres et par le réseau, et quelqu'un dit tiens, il y a une petite table qui vient d'ouvrir? Comment est-ce que réellement tu arrives à... Alors je dis tu, mais c'est toute l'équipe, etc. Comment vous arrivez vraiment en permanence à trouver ça et à rester à la pointe de ce qui se fait? Un peu tout ça. Sortir, être sur le terrain. On a des gens, ce que je disais, sur le réseau d'enquêteurs et d'enquêtrices qui sont partout en France, qui vont au restaurant, qui sortent, qui discutent, qui parlent, qui s'informent. Donc il y a un vrai travail de terrain, parce qu'on se parle d'établissements qui ont pignon sur rue, donc on peut les repérer. Il y a une veille digitale, c'est-à-dire que les restaurants créent des comptes Instagram 6 mois avant leur ouverture. Les chefs et les restaurateurs, restauratrices bougent d'établissement en établissement. Donc il y a une vraie veille, un vrai suivi du mercato des chefs quasiment, pour voir un peu qui va où. Donc voilà, donc il y a du terrain, du bouche à oreille et de la veille digitale qui permet d'être au courant de ce qui se passe et d'aller tester rapidement quand les restaurants ouvrent. Ouais, ça c'est effectivement, j'imagine qu'il y a un peu une prime à être le premier, ou en tout cas, je pense que c'est un peu votre fierté d'être ceux qui repèrent les nouveaux concepts. Plus maintenant. Il y a 10 ans, on l'était. Il y a 10 ans, on était les premiers à repérer. En fait, on était les premiers à écrire. Parce qu'on était parmi les premiers à repérer. Aujourd'hui, on est plus à repérer en même temps. Mais surtout, on testait dès le début, les premiers jours de l'ouverture, et on pouvait écrire si c'était bien. Aujourd'hui, le calendrier a un petit peu changé, dans la mesure où il y a beaucoup de restaurants qui, avant d'ouvrir au public, font une phase de pré-ouverture dans laquelle ils invitent les amis et la presse ou l'influence. Toute cette phase-là à laquelle nous, on ne va pas, pour garantir notre indépendance vis-à-vis des restaurants, on ne répond favorablement à aucune invitation. Donc on s'y rend une fois que c'est ouvert au public, de façon anonyme, pour tester.
Ce qui fait qu'il y a d'autres médias ou d'autres influenceurs qui aujourd'hui peuvent les sortir avant nous parce qu'ils ont répondu favorablement à une invitation presse. Donc, à mon sens, n'ont pas eu la démarche critique d'aller tester le restaurant, mais c'est une autre façon de faire que je respecte aussi. Hein. Donc, on n'a plus cette prime à la nouveauté, à être les premiers à sortir. Aujourd'hui, notre rôle, c'est plutôt de trier quelque part. C'est-à-dire que parmi tout ce qui est sorti, tout ce qui est nouveau, tous les restaurants qui ont pu faire des ouvertures presse et avoir des articles, lesquels, à notre sens, valent de rentrer dans notre sélection. Ouais. Et donc là, on va être plutôt dans un rôle de validation, un rôle de sélection, encore plus essentiel qu'il finalement il y a 10 ans, où on va trouver parmi toutes les nouveautés celles qui valent vraiment le coup de rentrer chez nous. Ce que je comprends qui est un bon positionnement, mais effectivement les influenceurs, eux, s'embarrassent pas trop de ça. Il n'y a pas un côté frustrant quelque part de dire est-ce qu'ils n'ont pas un peu cassé le métier là-dessus alors pas en dévoilant, mais en étant les premiers à communiquer dessus et en étant invités, forcément ils en disent du bien, sans dire qu'ils ont été payés non plus pour le faire, mais tu as tous les sujets autour des influenceurs, etc. Donc ce champ de la critique food a vraiment évolué ces 3-4 dernières années avec les influenceurs, ça n'a plus rien à voir. Avec les médias aussi, il y a beaucoup de médias qui font la même chose que les influenceurs, mais en fait, je reprends sur ce que je disais tout à l'heure, que c'est devenu un sujet mainstream, c'est devenu un sujet sur lequel il y a plus d'audience. Donc finalement, le nombre de personnes intéressées par les nouveaux restaurants qui ouvrent est extrêmement croissant. Ouais. Donc pour moi, c'est pas un problème dans le sens où il y aura finalement à boire et à manger, c'est le cas de le dire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des restaurants qui, à notre sens, ne rentrent pas dans notre ligne éditoriale, mais qui peuvent en satisfaire d'autres audiences, d'autres médias. Et donc j'accueille très favorablement le fait de voir des dizaines de comptes d'influenceurs à plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui se filment en allant dans les nouveaux restaurants et qui font découvrir aussi à une audience plus jeune. Parfois, nous, nos audiences sur Instagram, elles ont plutôt la trentaine que la petite vingtaine. Donc c'est aussi en dynamique des audiences et des consommateurs et consommatrices qu'on éduque à aller au restaurant quelque part et donc qui pourraient être des lecteurs et des lectrices du fooding demain. Ouais. Donc c'est bien, tu es optimiste et de voir toujours les choses positives. Et le classement, donc... non, j'avais quand même une question sur ce côté anonyme. Donc ça fait partie de vos règles. Tous les goûteurs, vous les appelez goûteurs ou les critiques, enquêteurs et enquêtrices. Enquêteurs et enquêtrices sont anonymes. C'est le cas aussi des autres gros guides, Michelin, Gotemillo, etc. C'est pareil, ça reste anonyme ou je connais pas bien. Michelin garantit l'anonymat de ces inspecteurs. C'est comme ça que les appellent. ça fait un autre niveau de test, les inspecteurs. Non, mais moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Ça évite l'effet quand ils sont annoncés ou quand c'est invité. C'est pas la même expérience que quand t'es un anonyme, etc. N'importe quel soir de la semaine, quoi. Exactement, c'est ça qu'on veut garantir. Et pour aller plus loin encore, ce qu'on garantit aussi, c'est une indépendance vis-à-vis des restaurants en n'ayant pas de possibilité pour les restaurants de nous payer pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même un article qui est explicitement un article payant qui mettrait en avant un restaurant. C'est-à-dire que les restaurants ne pourront jamais être nos annonceurs. Ouais, il n'y a jamais eu de brand content, il n'y aura jamais de brand content autour d'un établissement. Non. Bon, ça me paraît normal, mais c'est bien de le rappeler. J'imagine qu'il y en a qui ont testé quand même, qui ont essayé de vous contacter en disant on monte une OP, on fait un truc ensemble. On reçoit j'ai envie de dire quotidiennement des messages en nous demandant de venir, en nous proposant de nous inviter, et on en reçoit toujours beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette pédagogie et qu'on la fait régulièrement en disant ça ne sert à rien. Ouais. Alors après, ça sert pas à rien de vous dire de venir. Être dans votre radar, c'est toujours bien. Exactement. Une des sources d'information, c'est aussi les agences de relations presse ou les restaurants eux-mêmes. Et effectivement, ça fait partie d'une des sources qui nous permet d'être au fait des ouvertures et des nouveautés. Ouais. Et alors pour finir sur ce côté un peu critique, tu me disais qu'il n'y a jamais de critique négative sur le fooding. Jamais. Et c'est important de le rappeler, c'est pas que vous êtes dans un truc de bisounours, c'est juste par rapport au fooding, le feeding, l'expérience, etc. Encore une fois, vous êtes sur autre chose, vous n'êtes pas la haute autorité de la qualité gustative. Voilà, en fait, on va recommander les adresses qu'on a testées et approuvées, et
taire celles qui avaient, à notre sens, trop de défauts sur le moment pour rentrer dans notre sélection. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de la nuance dans les chroniques qui sont positives. On peut avoir des choses qu'on a moins aimées et on va le signaler par des réserves parce que on a envie de guider nos audiences de façon pertinente et donc dans une forme presque de transparence de l'expérience qu'on a vécue pour qu'ensuite l'expérience soit à la hauteur quand nos audiences vont dans ces restaurants. Et on n'aura jamais de restaurant dans la sélection qu'on ne recommande qu'à moitié, dans la mesure où on engage finalement notre marque à chaque fois que quelqu'un pousse la porte d'un restaurant sur lequel il y avait sur la devanture une petite vitrophanie marquée Guide Fooding. Ça veut dire qu'on doit garantir un niveau d'expérience qui est à la hauteur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une des sélections finalement les plus restreintes, les plus sélectives sur le marché. On a 1 millier de restaurants recommandés partout en France. C'est très peu par rapport au nombre de restaurants qu'il peut y avoir. Et dans certaines villes, on a 1, 2, 5, 10 restaurants parce qu'on considère que ce sont les 10 dans lesquels il faut aller et les autres ne garantiront pas une expérience à la hauteur de la ligne éditoriale du fooding et de l'exigence qui est la nôtre. Très clair. Dernière question vraiment sur les restaurants. D'une édition à l'autre, on retrouve les mêmes restaurants. C'est une sélection que vous mettez à jour ou c'est chaque année une sélection différente ? Très bonne question. La réponse est en 2 temps. Il y a le temps du print. Dans le print, c'est une sélection qui est entièrement nouvelle chaque année. La volonté de ce guide print, c'est de proposer une sorte de photographie de ce qui s'est passé dans la bouffe les 12 mois écoulés. Et donc ça, c'est que des nouvelles adresses, donc à peu près 400 ou 500 nouvelles adresses en France, et un palmarès qui sont nos prix annuels des meilleures nouveautés de l'année. L'idée, c'est de ne pas classer les restaurants sur leurs 50 ans d'existence, mais c'est juste chaque année de sortir les meilleurs de l'année, un peu toutes choses, proportions gardées, un peu comme les Césars ou les Oscars, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé dans l'année. Et ça, c'est un événement physique Et ça, c'est un événement physique qui a lieu chaque année en présence de centaines de personnes de la restauration et de la presse. En parallèle, on reteste tous les restaurants qui sont dans le guide chaque année. Et donc là, la sélection au total, elle est disponible en ligne. Donc on a un print annuel qui est une photo de l'année et des nouveautés, et une sélection plus dense avec du stock et du flux, on pourrait dire, qui est disponible sur le site et sur l'application. Et là, si vous voulez sortir au restaurant tous les jours, c'est le côté très pratique. Vous prenez l'appli, vous géolocalisez et vous trouvez les restos. C'est pas mal. Donc chaque resto est revisité une fois par an. Absolument. Même un qui serait ouvert depuis 25 ans, il y en a quelques-uns qui sont dans le guide depuis le premier guide. Ah ouais, je pense au Vert Volé, par exemple, dans le 10e arrondissement. Il est revisité chaque année et chaque année par une personne différente. Oui, ça c'est aussi une question que je vous pouvais te poser. Est-ce que après tu peux avoir tes habitudes et être un peu biaisé aussi Exactement. Et c'est encore une des façons dont on fait en sorte que la sélection soit la mieux faite possible finalement, sans biais. C'est que aussi on fait tester par des personnes différentes chaque année. Donc on fait tourner finalement nos enquêteurs et nos enquêtrices sur les arrondissements de Paris ou les départements de France. C'est bien, j'allais dire, mais tu le sais, mais c'est bien de le faire. On parlait un peu tout à l'heure de diversification. Tu as parlé de la Belgique, parce que bon, il y a ce classement qui reste quand même ce produit éditorial un peu phare, saisonnier. Donc la Belgique, c'est une de vos grandes diversifications. Il y a les kids aussi. Exactement. En diversification, on pourrait dire on a abordé rapidement l'agence, mais finalement l'agence en est une par rapport aux médias, même si elle est historique. On fait des événements au fooding depuis plus de 20 ans, mais c'est aussi une des lignes de diversification. On est initialement un média et on produit une vingtaine d'événements par an aujourd'hui. En marque blanche donc ou pas ? De 3 façons. Ouais. En marque blanche, ça nous arrive, donc en pure agence événementielle. En co-branding, le fooding et une marque type Mastercard propose des événements aux audiences respectives. Et en marque fooding. Donc on a ces 3 types d'événements, on en produit une bonne vingtaine dans l'année. D'accord. Ensuite, il y a effectivement l'internationalisation comme axe et levier de diversification qu'on a entamé l'année dernière. Le fooding a eu beaucoup d'événements et d'actions à l'étranger, notamment toutes les années 2010, mais on a réenclenché après le Covid finalement une phase de déploiement international plus pérenne, avec la totalité du modèle exporté dans d'autres pays. Le premier étant la Belgique, et quand je dis la totalité du modèle, ça veut dire une sélection, un guide print, des médias digitaux et sociaux, et l'agence événementielle. D'accord. Donc ça, c'est un des premiers... la Belgique était la première étape, le premier pays, il y en aura d'autres dans les années
qui arrivent. Et enfin, effectivement, des nouvelles verticales, on pourrait dire. Ouais. Et les kids en est une, effectivement. On a lancé le Fooding Kids, donc à destination des parents, des enfants, et pour un peu promouvoir des façons de manger en famille, avec une vision très large et progressiste de la famille, qui sert à finalement presque nourrir les générations futures par le ventre et la tête, et les éduquer à notre petit niveau au bien manger et au bon. Et donc ça prend un vaste sujet, qui est effectivement très important. C'est pas juste trouver des restos kids friendly, quoi. C'est au-delà de ça, c'est sur l'éducation, toutes les valeurs, tout ce que... Exactement. Il y a effectivement un côté pratique, tu l'as dit, trouver des restos kids friendly, c'est un service qu'on rend à nos audiences qui est utile, et on le fait. Proposer des recettes qui sont de saison à destination des parents et des enfants pour éduquer au bon et au local, au saisonnier. C'est aussi à la fois du pratique et du presque politique derrière. Et on a aussi des sujets de fond qui parlent de la parentalité, des rôles de genre et de comment envisager finalement à la fois une éducation alimentaire qui soit durable tout en étant dans le plaisir. Ouais. Et ça marche bien. Je reviens sur un peu d'abord la Belgique, parce que alors c'est une grosse diversification, mais la Belgique c'est quand même tout petit par rapport à la France. Tu vois, tu pourrais dire que c'est presque une grosse région. J'aime beaucoup la Belgique, je viens du Nord, je préfère préciser. Et en même temps, ça parle français. Je sais pas si vous êtes partout en partie, si vous êtes sur tout. On est sur tout le pays. Vous éditez qu'en français, je veux dire? Non, on édite dans les deux langues. Okay. On édite dans les deux langues en print et en 3 langues en digital, puisqu'on ajoute l'anglais en digital. Ok. C'est faussement facile, la Belgique. C'est tatoué le piège, en fait. Mais c'est hyper riche. C'est un pays qui fait que 11 millions d'habitants. Et finalement, on a eu une sélection dans le guide qui est seulement 2 fois moins importante qu'en France. Donc, pour un pays qui est 6 fois plus petit. Une belle pénétration, quoi. C'est-à-dire que c'est très riche. La scène gastronomique est extrêmement vivante. Donc on y est allé avec beaucoup d'enthousiasme et on a réussi à s'implanter comme un acteur déjà qui compte en à peine 1 an, en étant mobilisé sur des événements, en trouvant tout de suite assez vite des clients qui nous ont fait confiance, et en touchant les audiences. On a lancé un guide print qui a été tiré à 30 000 exemplaires en première année. Est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup? Quand tu fais du papier, c'est beaucoup. Et on a... cette année seulement, on a mis un peu de temps à le faire parce qu'il fallait faire des priorités, lancer un compte Instagram dédié aussi à la Belgique. D'accord. Qui a bientôt 10 000 abonnés. Et les annonceurs sont les mêmes qu'en France? J'imagine quand même qu'un San Pellegrino, si tu as le contact France, tu lui dis coucou, c'est qui ton contact Benelux ou... Alors, ça peut marcher comme ça marche pas toujours comme ça. C'est aussi un peu ce que je pensais au départ. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler sur le développement et notamment sur cette partie partenaire dont je m'occupe beaucoup avec les équipes commerciales, il s'avère que c'est pas les mêmes finalement. Et que pour l'eau est un exemple. En France aujourd'hui, maintenant on travaille avec Badois et Evian, et en Belgique on travaille avec une eau belge qui s'appelle Bru. Donc il y a des choses qui sont très localisées, et c'est tant mieux aussi d'avoir des sponsors et des partenaires qui sont locaux. Ouais. Parce que quand on parle de gastronomie, quand on parle de produits, la localité est un sujet fort. Ensuite, il y a des partenaires internationaux sur certaines boissons qui marchent aussi très bien. Donc on a un mélange en fait de partenaires locaux, beaucoup en priorité en Belgique, et puis quelques deals internationaux. C'est quoi le prochain pays où vous allez? On va continuer la ligne de l'Eurostar et on va aller aux Pays-Bas. D'accord. Du Thalys. Ah non, pardon, alors j'essaie de voir. L'Eurostar rouge, maintenant il s'appelle. Oui. Ouais, exactement, qui a changé. Ok, les pays, pas le UK. Parce que vous êtes en anglais, on pourrait imaginer dans votre culture que ça marche très bien. On regarde aussi. On regarde d'autres pays autour de la France pour des raisons à la fois presque pratiques et politiques, et de dire il faut qu'on soit proche, il faut qu'on puisse y aller en direction, il faut qu'on soit dans les pays pour comprendre, pour s'acclimater, s'acculturer, être pertinent. Monter des équipes locales, ça c'est aussi hyper important. En Belgique, je le disais en début, on a une 40aine de personnes qui écrivent pour nous. Donc il faut prendre le temps d'être proche. Donc l'Angleterre, le UK pourrait être un marché, effectivement. Ouais, parce que ça coûte quand même.
Enfin, je veux dire, le fooding là en Belgique, ça a l'air d'avoir marché assez vite. Bravo. Je sais pas s'il y avait déjà de la notoriété côté francophone sur le fooding France. Au UK, si vous êtes personne, c'est de trouver 40, 50, 60 personnes, des annonceurs, monter des équipes. C'est de l'investissement quand même. Exactement. Bah, tu résumes très bien. C'est-à-dire que la Belgique remplissait plusieurs critères. C'est-à-dire que c'était intéressant éditorialement. Ça, c'est la base. On n'ira pas si on trouve que la sélection n'a pas de sens. Ouais. C'était faisable. En termes de dimension économique et les annonceurs nous ont suivis tout de suite et il y avait un besoin, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il y avait des audiences disponibles qui étaient en recherche d'un guide moderne pour leur recommander des adresses de façon nationale. Ça n'existait pas en Belgique. Ça n'existait pas. Il y a le Michelin et il y a le Goemio, mais qui sont sur des positionnements différents et donc le fooding a été extrêmement bien accueilli par les restaurateurs, restauratrices qui sont dans le guide et par le grand public avide de nouvelles sorties au restaurant. Bon, donc on suivra les prochains pays. Je vais parler un petit peu de tech, parce que je ne sais pas si la tech c'est un enjeu pour vous. On sent quand même plutôt que ce côté, voilà, édito, les restos, les enquêtrices et enquêteurs. Vous étiez longtemps web only. Sur le fooding, il y a eu une app, je sais, à un moment donné, c'est pour ça que je parle, alors, mais qui n'était pas terrible, mais vous avez passé le cap d'une app 2.0 en 2023, donc une app de curation, comme tu le disais après en bulle, qui géolocalise pour avoir accès aux recommandations. C'est important la tech pour vous ? Ouais, en fait on a une app depuis 2010. Toutes n'ont pas été terribles, hein, je reconnais. Non, mais après, c'est l'aventure des apps, c'est toujours difficile, ça coûte très cher. Voilà, tu as tout dit. On a une première app en 2010, une deuxième en 2017, un petit trou pendant 2 ans, je pense, entre 2021 et 2023, pendant lequel on s'est priorisé sur la refonte du site web, qu'on a pensé mobile d'abord, parce que déjà la majorité on avait passé plus de 50% de visites qui étaient sur mobile sur notre site. Donc, quand on l'a refondu, on l'a pensé mobile et utilisable sous forme de PWA. Ouais. Ce que personne ne fait. Web app, non. Voilà. Et donc on a pris le parti. On n'en parle plus, c'est vrai, de PWA. Non, et au moment, il faut se remettre, au moment où on conçoit le site, entre fin 2019 début 2020, tout le monde dit les PWA c'est le futur, les apps vont mourir. Ouais. Et donc nous orienter vers ça et convaincu par ça à ce moment-là et aussi par une économie de moyens, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas refondre un site et une app en même temps. On a mis le paquet sur le site, qui est celui qui existe toujours aujourd'hui, qui est pensé pour les mobiles et utilisable comme PWA. Depuis, on a fait aussi du chemin, on a dégagé du temps et des moyens pour refondre une app, recréer une nouvelle app, penser effectivement sur la recherche de lieux, donc des restaurants et puis des hôtels, des bars, tout ce qu'on recommande, géolocalisable et personnalisable, c'est-à-dire mettre ses favoris, avoir des alertes quand un nouveau restaurant qui correspond à nos critères ouvre. Voilà, donc quelque chose de très pratique, compagnon du quotidien, là où le site, que ce soit sur mobile ou sur desktop, a une densité de contenu qui est beaucoup plus importante. On publie plusieurs dizaines de contenus par semaine, que ce soit des nouvelles recommandations de lieux, mais aussi toute la partie magazine dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui contient à la fois des recettes, des interviews, des papiers, du fond, des choses très très diverses. Ouais, des articles de société, etc. Exactement. Qui débordent largement de la mission première du fooding. Une app plutôt servicielle, et c'est quoi l'objectif ? C'est de la noto, c'est de l'engagement, c'est... Serviciel, tu utilises le mot juste parce qu'en plus on a ajouté des services récemment. C'est-à-dire que notre métier de base c'est de faire de la curation de contenu et d'écrire des textes qui ont un ton enlevé et qui te permettent de figurer l'expérience de restaurant que tu vas avoir. Mais l'idée c'est de ne pas abandonner les audiences à la lecture et c'est de leur permettre de continuer leurs gestes. Donc on a de la réservation de restaurants. On a ajouté ZenChef comme deuxième partenaire de réservation au début de l'année, ce qui permet d'avoir plusieurs centaines de restaurants directement réservables sur l'app sans en sortir. Donc ça, c'est un vrai service en plus. On vient d'ajouter la même chose pour les hôtels. On a aussi quelque chose, un module qui permet aux personnes à mobilité réduite de savoir quels sont les restaurants qui sont accessibles, qui s'appelle Accès Libre, et qui permet de connaître toutes les conditions d'accessibilité des restaurants. Donc tout ça pour dire que on a envie d'aller dans une expérience utilisateur qui est de plus en plus utile sur cette app. Donc voilà, l'objectif derrière, il est vraiment
d'offrir les contenus du fooding. Je dis offrir parce qu'elle est gratuite. Hein. Ouais. Offrir les contenus du fooding de façon pratique et utile à nos audiences. Et derrière, les audiences peuvent créer des comptes. Donc, il y a un petit peu de data. Il y a un petit peu d'annonceurs sur l'application aussi. Donc, c'est un autre canal à la fois d'acquisition d'audience et puis d'offres revenus. publicitaires. Et c'est de la pub sous quelle forme là pour le coup? C'est des opérations de brand content que vous faites qui sont déclinées ou... Ça va être du natif, on va avoir, ça va être mis en ligne là, on va avoir un partenaire qui va être cité dès l'écran d'accueil de l'app comme un sponsor. Ouais, une espèce de sponsoring, le splash screen. Exactement, splash screen sponsoring avec nos nouvelles eaux officielles qui sont Badois et Evian. Top. Et là, sur ZenChef, donc là c'est un partenariat, vous avez absolument rien développé en termes de techno, vous utilisez leurs API et vous renvoyez vers ZenChef, on fait la réservation. Et il y a un partage de revenus ou c'est un pur service là ou C'est un modèle un peu mixte. ZenChef ne prend pas de commission sur les réservations, donc il n'y a pas de partage de revenus par table réservée, ce qui n'est pas possible. Ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore avec La Fourchette. Côté La Fourchette, il y a un partage de revenus puisque chaque réservation donne lieu à une commission payée par le restaurant à La Fourchette. Avec ZenChef, l'idée, c'est plutôt de travailler ensemble sur un développement de base commune avec un objectif d'avoir une couverture qui est maximale et donc, de mon point de vue, offrir une expérience utilisatrice la plus utile possible et la plus aboutie. Ouais. Et de leur point de vue, avoir un argument commercial pour aller démarcher les restaurants du guide fooding. Donc, on a un modèle d'intéressement quand on fait venir des restaurants chez eux. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous pourriez proposer à la communauté, que ce soit B2C ou B2B, si on prend un petit peu de hauteur, que tu regardes vers l'avenir? Donc là, on a parlé quand même de la diversification, mais est-ce que vous pourriez aller plus loin? Tu parlais par exemple des hôtels, là. Est-ce que le fooding pourrait devenir autre chose, de la curation d'hôtels par exemple? Alors l'hôtel, c'est notre deuxième section la plus visitée. On a lancé les hôtels il y a une dizaine d'années maintenant. Donc on a une petite sélection d'hôtels et avec du booking potentiel. Ce qu'on regarde quand même, c'est au-delà d'offrir des contenus pertinents à nos audiences grand public, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les restaurateurs et les restauratrices. Donc dans les choses qu'on pourrait offrir comme nouveaux services ou contenus ou événements, il y a toute une partie de développement de la communauté de chefs, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On parle beaucoup aux chefs. Une chose tout bête qu'on fait, par exemple, c'est qu'on relaie énormément d'offres d'emploi. Okay. Le recrutement est un énorme enjeu pour la restauration. Il y a on en a beaucoup parlé ces dernières années. Hein. C'est une industrie qui a été complètement chamboulée. Exactement, avec des nouvelles façons de travailler, avec pour le mieux des évolutions dans le rapport au travail du fait du Covid. Ce sont des métiers qui sont très difficiles, où on travaille beaucoup, on travaille tard, on travaille vite. Donc il y a eu peut-être un nécessaire rééquilibrage entre les attentes des employeurs et les demandes des employeurs. Ouais. Donc on publie quasiment tous les jours sur Instagram des annonces d'emploi dans les restaurants et on va aller plus loin en essayant au-delà de ces offres d'emploi, mais en essayant de créer cette communauté de chefs et de restaurateurs et de pouvoir leur proposer à la fois des contenus, des services et des événements qui répondent à leurs problématiques, donc qui pourront être des choses sur aussi bien leur recrutement, leur sourcing, leur modèle économique. Alors, branding. On ne leur vendra pas des choses. Ça ne deviendra pas nos clients, ça deviendra plutôt des services qu'on va leur offrir, c'est-à-dire continuer à leur transmettre de l'information ou les inviter à des événements. Mais on ne fera pas la com ou le branding d'un restaurant pour garder notre indépendance. Ce modèle, il sera basé plutôt sur des annonceurs qui auront envie de toucher, encore une fois, notre audience B2B. Ce qui est bien, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu business là derrière de te dire on connaît bien ce monde-là, on pourrait rendre votre resto cool, vous accompagner, vous prendre par la main. Mais effectivement, c'est dur derrière de référencer dans le guide. C'est le prix de l'indépendance. Notre éthique nous fait renoncer à beaucoup de business, mais je considère que c'est la façon de faire. Mais effectivement, conseiller les restaurants, ce serait la chose la plus facile à faire pour nous. Sauf que derrière, c'est impossible d'avoir un test indépendant de ce même restaurant que tu as conseillé. Ouais. Donc, on ne le fera pas. Bon, idée business pour ceux qui écoutent et qui voudraient faire quelque chose de complémentaire. Il y a besoin d'aide, effectivement, dans ce secteur qui est quand même pas mal chamboulé, on le disait, ces dernières années. Autre chose en développement autour des communautés, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les communautés du fooding peuvent se parler? En tout cas, les lecteurs, les clients, le B2C. Alors, ça fait partie des choses qu'on a
mis en place et qu'on a arrêté. D'accord. Et je pense qu'il faut savoir parfois faire des choix et arrêter des choses. Parfois, c'est plus difficile d'arrêter que de lancer. Mais on a lancé une newsletter payante il y a une grosse année, dans laquelle il y avait un espace d'échange. Il y avait un forum. C'était sur Substack, qui est un outil qui permet d'avoir de l'interaction entre les abonnés à une newsletter. Et on l'a lancé dans cette volonté de faire interagir nos audiences. Il s'avère qu'on avait énormément de priorités à gérer, qu'on est aussi un média gratuit, historiquement, et que donc le saut sur une newsletter payante, on n'a pas réussi à le faire suffisamment bien pour que ça vaille le coup de continuer à y mettre l'effort. Donc on l'a arrêté. Mais il y avait cette volonté de faire parler nos audiences. Après, Instagram est une bonne façon de le faire aussi, c'est-à-dire que les gens commentent, échangent entre eux. Il y a de l'interaction Il y a de sur l'interaction. Insta. Il y a de l'interaction et on va jouer avec de l'interaction quand on va faire des stories particulières, quand on va faire des sondages. Et on aime aussi, alors c'est moins de l'interaction que de l'échange. Il n'y a pas énormément d'échanges, mais on aime aussi interroger nos audiences. Donc on fait de temps en temps des sondages pour mieux les connaître ou pour obtenir des retours sur des opérations qu'on peut faire, que ce soit des opérations avec des marques ou des nouveaux contenus concrets. On va interroger nos audiences et ça nous intéresse aussi d'être un peu à leur écoute. Et ils sont réactifs. Ils sont assez réactifs. Ils sont ravis et ils disent des choses intéressantes en général. Je l'imagine. Dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Alexandre, est-ce que tu as un truc cool à nous partager ou à conseiller ? Je sais pas si c'est cool. Je sais pas ça. C'est cool pour toi en tout cas. Si c'est cool pour moi, non, des livres, parce que je pense qu'il faut lire des livres dans la vie. Et d'ailleurs, dans les diversifications, on ira vers de l'édition aussi. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on en parlera une autre fois. Non, mais tu peux le faire là. T'inquiète, on peut prendre une minute si tu veux me parler. Il y a des projets d'édition. Il y a des projets d'édition qui vont venir. Un premier dans cette année dont je ne parlerai pas encore, mais l'année prochaine, le Fooding a 25 ans aussi. Donc c'est quand même une belle occasion de prendre la parole. Exactement. Et notamment, pourquoi pas par de l'édition. En plus de faire un festival, des événements, des contenus. Et tout ça, pardon, c'est en 2025 2025. Ouais, 2025. Ça va être chouette. Tu pourras venir peut-être reparler de tout ça. Absolument. Mettre ça en avant. Je te relaisse la parole, pardon, pour ton truc cool. Et tu parlais de livres. Oui, un livre qui est plus important que cool. C'est un livre d'une autrice qui s'appelle Ilana Weizmann, qui écrit sur l'antisémitisme. Et le livre s'appelle « Les Juifs des Blancs comme les autres ?» Et je pense que c'est assez salutaire de lire ça. En ce moment, notamment. Voilà. En ce moment et en fait en ce moment et pour toujours, pour remettre beaucoup de choses en perspective et s'informer sur toutes les formes de racisme. Ilana Weizmann, des Blancs comme les autres. Exactement. Point d'interrogation. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Alexandre, merci beaucoup pour ton temps. Bravo pour tout ce travail au footing. C'était à mon sens intéressant de faire cette plongée un petit peu dans ce guide qu'on connaît bien sans forcément connaître tous les dessous. Donc c'était plutôt cool. Merci encore pour ton temps. Avec plaisir, merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.